bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 17 novembre, 26e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences dans cette émission. Tout d'abord, une rencontre avec Armel Joubert-Desouches qui vient de diffuser sur RITV un documentaire tout à fait passionnant qui porte comme titre « À la recherche de la vie intérieure ». Ensuite, Marie Piloquet, rédactrice en chef du numéro 57 des hors-séries de l'Homme Nouveau, nous explicitera le contenu de ce hors-série qui vient de paraître, consacré aux ostensions prochaines de la tunique d'Argenteuil. Et enfin, Thérèse Mady, directrice du collège et lycée Pauline Marie Jaricot, à Châtillon-sous-Chalaronne, à proximité de Lyon, viendra nous expliquer, nous présenter les difficultés de création d'un enseignement pour jeunes filles autour du thème de l'éducation intégrale. Bonjour Armel Joubert-Desouches. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous venez de mettre en ligne sur RITV un documentaire tout à fait passionnant, à la recherche de la vie intérieure. Alors comment vous est venue l'idée de ce reportage à l'abbaye Sainte-Madeleine du Barroux ? Alors curieusement, contrairement à ce que vous pourriez penser, mon dernier reportage, et je parle bien de reportage et non pas de documentaire, remonte à, dans une abbaye ou dans un monastère, remonte à 2004. Donc ça commence à dater un petit peu. C'était à l'époque où je travaillais pour TF1. J'avais eu l'occasion pour le journal de notre Jean-Pierre National à l'époque de réaliser un reportage de 2 minutes sur les sœurs de Sainte Françoise Romaine dans le département de l'Eure. Et j'en avais pas réalisé depuis. Et depuis ces 5 derniers mois, j'ai le grand bonheur, j'allais dire le privilège surtout de pouvoir réaliser des documentaires sur ce que j'appellerais la cité chrétienne, et donc de pouvoir introduire une caméra à l'intérieur d'un monastère, d'une abbaye. Alors j'en ai bien évidemment discuté avec le patron de RITV et puis la rédactrice en chef de RITV que vous connaissez bien, qui est une consoeur et amie, Jeanne Smith, et on s'est dit pourquoi ne pas angler un sujet sur le thème de la vie intérieure. Alors, c'était pas forcément très évident à mettre en place. Il faut organiser tout ça, faut organiser, mettre en place tout ça. Et puis, au départ, nous étions partis sur l'idée d'aller voir et des religieuses et des moines. J'ai frappé à la porte d'une abbaye qui m'a été fermée malheureusement, et les moines du Barroux, en revanche, ont accepté assez rapidement. Ils ont été très bienveillants et ça donne le documentaire de 25 minutes que vous avez vu. Alors, pourquoi devient-on moine ? On devient moine pour chercher Dieu. Et non pas pour fuir le monde. C'est pas une fuite en fait. C'est vraiment une adhésion de son corps, de son être, de son âme à une vie qu'on recherche, cette vie intérieure. Je me rappelle de cette phrase, j'ai lu cette phrase de saint Augustin qui disait Seigneur, je vous cherchais à l'extérieur alors que vous étiez à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une adhésion de son âme, de son intelligence et de son cœur à la vie monastique. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris sur la vie à l'intérieur à l'occasion de ce documentaire ? Alors, j'ai appris que la vie intérieure, c'était penser à Dieu. Alors, ça paraît tout bête, tout simple en fait, mais quand on vient quand on vit les vies trépidantes que nous vivons, vous et moi notamment, forcément dans la rue, dans une ville où il y a beaucoup de bruit, des voitures, un brouhaha, etc., c'est difficile de penser à Dieu. Et voilà, c'est la réponse que j'ai envie de vous faire. C'est ça, c'est penser à Dieu, c'est s'unir à Dieu. Je pourrais vous donner cet exemple suivant qui va vous parler. Quand on aime un être cher, quand on aime son épouse, ce que je souhaite à chacun d'entre nous, on pense à elle. On pense à elle, on vit avec elle par les souvenirs, par les épreuves, par les joies que l'on traverse ensemble.
Et on s'unit en esprit. Et voilà, c'est ça. La vie monastique, c'est ça. C'est s'unir à Dieu en esprit. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus frappé à l'occasion de cette immersion de quelques jours dans la vie bénédictine? Le calme, la sérénité, l'ordre, la beauté. C'est très étonnant parce que quand on rentre dans une abbaye comme celle-là, il y a beaucoup de bâtiments, c'est très grand, c'est très vaste. Et c'est très beau. Et c'est très beau. C'est très beau. D'ailleurs, vous me faites penser à ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la première fois que j'allais là-bas. C'est la première fois. C'est un endroit vraiment magnifique. On est au pied du mont Ventoux. Le mont Ventoux, c'est près de 2000 mètres de hauteur, mais le monastère l'abbaye se trouve à 600-700 mètres. On a vraiment l'impression d'être, Jean-Pierre, au pied d'un bâtiment cistercien. Et quand j'ai découvert que ça avait été construit en 1970, alors là, j'ai écarquillé les yeux. C'est d'une grande beauté, ouais, vraiment. J'ai oublié votre question, du coup. C'était qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Donc, oui, c'est ça, je vous ai répondu. Ouais. Ouais. Et en fait, on se balade d'un bâtiment à l'autre, à l'intérieur. Et en fait, quel que soit l'endroit où on se rend, c'est d'un calme incroyable. Donc évidemment, il y a une différence énorme avec... moi, j'habite en Bretagne, je suis dans une vie assez calme, mais il y a quand même du bruit. Là, vous rentrez à l'intérieur d'un bâtiment, ça foisonne d'activité et d'énergie, et il y a du calme partout. Ça, c'est incroyable. Alors, vous interrogez plusieurs moines, en particulier le père Cyril, sur la société moderne. Que nous disent les moines de la société moderne et de notre vocation de laïque? Alors, la réponse que m'a faite notamment le père Cyril et le père prieur, elle m'a étonné parce que je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Il m'a dit, vous savez, monsieur, la vie intérieure n'est pas le privilège des moines. La vie intérieure est aussi possible pour un laïc. Alors, je lui ai dit, mais comment est-ce possible ? Alors, il m'a demandé quelle était ma vie, un petit peu celle que je menais avec mon épouse, qui, soit dit en passant, et qui me suit sur toutes mes pérégrinations en France et à l'étranger. C'est un vrai bonheur. C'est mon épouse et en même temps ma collaboratrice. Donc, je peux vraiment partager ce que je vis avec elle. Voilà, c'est pas le privilège du moine. C'est possible aussi pour vous et pour moi, à condition de se mettre dans les conditions intérieures, j'allais dire dans les conditions d'abord intellectuelles de cette vie intérieure. C'est-à-dire que vous pouvez, à tout moment de la journée ou du week-end, vous isoler 5-10 minutes dans votre salle à manger, dans une chambre à coucher ou dans une forêt. Et là, vous allez penser à Dieu. Vous allez vivre de ses commandements, de ses préceptes, des évangiles. Vous allez penser à lui. Et donc, vous allez forcément rentrer en union tôt ou tard avec Dieu. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je conseille à nos téléspectateurs le grand apôtre de cette, de cette vie intérieure pour les laïcs, c'est bien sûr saint François de Sales dans son introduction à la vie dévote, dans lequel il dit que la vie intérieure n'est pas réservée aux moines, et il a écrit un livre spécialement pour les laïcs. Oui, tout à fait. Alors, quelles sont les difficultés, car il y en a sans doute eu, que vous avez rencontrées pour ce tournage? Vous en évoquez une au début. Oui, alors il y en a eu deux principales. D'abord, ça a été quand je suis arrivé sur les lieux avec mon épouse, on a été frappé par le vent. Alors, oui, j'habite en Bretagne. Le Mistral. On a souvent du vent, mais un vent continuel et violent. J'ai fait évidemment, nous avons réalisé beaucoup d'images à l'extérieur et même à plusieurs kilomètres du Barou. Quand vous avez des rafales de 90, 100, 110 km/h avec un pied de caméra, c'est compliqué de tourner parce qu'il faut que l'image soit le plus stable possible et je ne peux pas me permettre de revenir avec une image qui belle comme ça. Ça a été la première difficulté. Donc, je ne suis pas un menhir, comme vous pouvez le voir physiquement, et donc il faut que je m'appuie sur ma caméra pour éviter que ça bouge trop. Donc ça, c'est un peu compliqué, et c'est physique. C'est physique. Et la deuxième difficulté, ça a été celle de rentrer dans la vie des moines, de rentrer dans leur intimité en étant le plus éloigné possible. Je vous dis ça parce que les moines m'ont dit, bon écoutez, monsieur Joubert-Desouches, on accepte
que vous rentriez avec votre caméra. J'ai passé 5 jours dans l'abbaye, à la condition que vous restiez très discret à l'intérieur. Alors ça a été compliqué parce que il faut que je ne les perturbe en rien. Donc je marche à pas de souris. Ça a été vraiment ma technique, si je puis dire, à l'intérieur notamment de l'église, quand ils disaient les laudes. Et en même temps le plus éloigné possible pour éviter enfin le plus près possible et le plus éloigné possible pour éviter de les déranger, de les perturber. Et alors j'étais assez content, je vous avoue, parce qu'à la fin, quand je suis parti, avant de partir, il y a le père Raphaël qui s'est approché de moi et qui m'a dit: écoutez, monsieur Joubert des Ouches, nous vous décernons la médaille de la discrétion. Ah, ben, très bien. J'étais assez heureux de ça. Donc je lui ai dit: donc je peux revenir, on peut en discuter, m'a-t-il répondu. Bon, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc je renvoie nos téléspectateurs. C'est vraiment un très très beau reportage, à la fois d'un point de vue technique et puis aussi sur le fond. Donc à la recherche de la vie intérieure par Armelle Joubert des Ouches sur RITV. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonjour Marie Piloquet. Bonjour Jean-Pierre Maugendre. Donc vous avez été rédactrice en chef d'un numéro hors série de l'Homme Nouveau, le numéro 55, La tunique d'Argenteuil, témoin de la Passion. Ceci en prévision de l'ostension de la relique qui aura lieu en avril et mai prochains. Alors tout d'abord, commençons par le début. En quoi consiste cette tunique? Qu'est-ce que c'est cette tunique? Qu'est-ce que c'est cette tunique? Alors effectivement, beaucoup connaissent le linceul de Turin, mais peu connaissent la tunique d'Argenteuil, qui pourtant réside à quelques kilomètres de Paris, au cœur même de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Donc cette tunique, elle est là depuis 12 siècles. Elle n'a pas bougé depuis 12 siècles. C'est Charlemagne qui l'y a déposée vers 830, estiment les historiens, entre les mains de sa fille Théodrade, qui était abbesse du monastère d'Argenteuil. Donc cette tunique, selon la tradition, c'est la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc un objet à la fois très, très émouvant et très symbolique. Émouvant parce que c'est un objet intime, c'était un vêtement de tous les jours, donc du Christ. Et puis symbolique parce que c'est le témoin entier de la passion de notre Seigneur. C'est la tunique qu'il portait au jardin de Gethsémani. C'est la tunique qu'il a portée lors du portement de croix. Et c'est la tunique aussi que les soldats se sont partagés au pied du Golgotha. Enfin, se sont partagés, ont tiré au sort, justement. Et qu'ils n'ont pas déchiré. Exactement, comme le raconte très précisément l'évangile de Saint Jean. Et c'est aussi la concrétisation du psaume 22 des Écritures qui dit, si mes souvenirs sont à peu près justes, ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà, donc cette tunique n'a jamais bougé de la basilique de la ville d'Argenteuil. Même au IXe siècle, quand les Vikings ont mis à sac le monastère, elle a été cachée dans un mur. Oui, pendant 2 siècles et demi. Exactement, elle est restée introuvable. Et sinon, même pendant la Révolution aussi, elle a été déchirée en plusieurs morceaux, enfouie sous la terre, mais elle n'a jamais quitté la ville d'Argenteuil. Et aujourd'hui encore, on peut venir la vénérer. Elle est pliée dans un beau reliquaire sur un autel dédié. Voilà, pour la vénération des fidèles. Alors, en ce siècle scientiste, que nous dit la science de cette tunique de laine? Alors, à la fois beaucoup et peu, je dirais. Peu parce que les premières études ont été réalisées seulement à partir du XIXe siècle. Donc, on a affaire à une tunique inconsutile. Donc une tunique sans couture, comme la définition, et donc une tunique de laine qui a été colorée par une plante rubiacée, a priori réalisée sur un métier à tisser assez simple, familial, comme il était d'usage dans les familles orientales. Donc tout ça corrobore assez bien la tradition. La caractéristique actuelle, je dirais, des études récentes, c'est qu'elles sont à la fois officielles et officieuses. Officielle, il y a eu donc la datation au carbone 14 qui a été réalisée en 2004, demandée par le diocèse et réalisée un peu conjointement avec la commune. Et donc cette datation au carbone 14 a donné un résultat décevant qui est entre, je crois, la fourchette est entre 530 et 650, quelque chose comme ça. Donc même si cette datation peut effectivement être remise en cause,
pour plusieurs facteurs, notamment l'enfouissement de la tunique sous la terre. Bon. Voilà, donc ça qui a pu éventuellement fausser les résultats. Mais il y a aussi un certain nombre d'études officieuses. Donc les études officieuses, ce sont des études qui n'ont pas connu de réelles publications scientifiques en tant que telles, mais qui néanmoins ont été rendues publiques. Et je pense en particulier à celles des professeurs Marion et Lucotte, donc, qui ont publié des ouvrages à ces sujets. Ils ont fait des études des recherches assez passionnantes sur la tunique d'Argenteuil. Ils ont étudié les globules blancs, les globules rouges, mais également tout ce qu'ils ont pu trouver sur la tunique, c'est-à-dire, je pense à des poussières de pierre, ouais, des grains de sable, des pollens. Donc ça, c'est assez passionnant à lire. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention à ne pas rester rivé sur cette question de l'authenticité de la tunique. Et ça, c'est le père Cariot qui me le disait. Donc, qui est le recteur. Voilà, qui est recteur tout à fait de la basilique d'Argenteuil. Attention, parce que finalement, la tradition et la foi permettent une vénération humble et porteuse de fruits, en fait, pour les fidèles. Et même si l'Église n'enjoint pas de vénérer absolument cette relique, elle le recommande fortement, elle le propose en raison des grâces qui peuvent en résulter. Alors, j'ai trouvé très intéressant, il y a dans ce numéro un tableau comparatif entre la tunique d'Argenteuil, le linceul de Turin et le suaire d'Oviedo. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une petite synthèse de ce qui ressort de ce tableau que j'ai trouvé très éclairant? Alors, effectivement, il y a des points de convergence entre ces trois linges. Alors, en rappelant peut-être ce qu'est le suaire d'Oviedo, qui est moins connu. Oui, bien sûr. Donc, les trois, donc Turin, Oviedo et Argenteuil sont les trois linges de la Passion, on va dire. Donc, le linceul, tout le monde le connaît, c'est le drap de lin qui a entouré le corps du Christ. La tunique, c'est celle qui nous occupe dans ce hors-série. Et Oviedo, donc c'est le suaire qui est gardé en Espagne, conservé en Espagne. C'était le suaire, c'était un linge en fait qui enveloppait juste la tête des morts, comme les coutumes juives le demandaient à l'époque. Donc c'est un tissu qui est aussi taché de sang. Et donc ces trois reliques présentent un certain nombre, forcément on n'a qu'une envie, c'est de voir les points de convergence entre ces trois reliques. Donc le point de convergence le plus grand, c'est le sang, évidemment. Oui, même groupe sanguin. Exactement, AB. Le même groupe sanguin AB, donc un groupe rare. Donc ça c'est établi. Et puis, il y a eu un certain nombre, il y a pas mal de spécialistes qui se sont penchés sur le sujet. Il y a plein d'éléments que vous trouverez dans leur série, il faut le lire. Mais notamment un qui est assez merveilleux, je trouve, c'est l'histoire des pollens. On a retrouvé sur la tunique d'Argenteuil à peu près 18 pollens de plantes anciennes de Méditerranée orientale. Et parmi elles, on en retrouve 7 sont semblables à celles du linceul et 6 au suaire d'Oviedo. Donc c'est assez amusant de retrouver ces points de convergence. Donc tout porte à croire qu'il y a une parenté assez importante entre ces trois reliques. Alors quelle est aujourd'hui l'actualité du culte des reliques qui était un petit peu tombé en désuétude, on va dire, dans les années qui ont suivi le Second Concile du Vatican? Aujourd'hui, il y a une forme de renouveau, mais il fut un temps, on pensait que c'était une forme de paganisme ou de néopaganisme. Qu'en est-il en réalité ? Alors évidemment, on n'adore pas de force occulte dans les reliques, dans ces reliquiae, selon le mot latin, donc qui sont soit des restes corporels, soit des morceaux de tissu. Donc il n'y a pas de pouvoir magique dedans. En revanche, c'est vrai que, comme le disait saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, ce qu'on vénère à travers ces restes corporels, c'est finalement l'âme du saint. L'âme du saint à laquelle on peut demander des grâces de protection pour ici-bas. Donc c'est une vénération indirecte, en quelque sorte. Et c'est vrai, en revanche, c'est vrai que vous le disiez, le culte des reliques a connu un creux très net au cours du XXe siècle, sans doute parce que les esprits des Lumières ont fortement agi dans ce XXe siècle matérialiste. Donc beaucoup de reliques étaient tombées, le culte était tombé en désuétude, et notamment la tunique d'Argenteuil, qui a connu pourtant des pèlerinages extrêmement nombreux depuis 12 siècles et quasiment tombés dans l'oubli. C'est-à-dire que même les curés de la basilique l'avaient un petit peu écarté. Ce n'était pas important. Alors que voilà, c'est important. Et d'ailleurs, en ce début du XXIe siècle, les pèlerinages recommencent. Et pour la prochaine ostension en 2025, le recteur, donc le père Cariot, disait qu'ils attendaient des centaines de milliers de pèlerins.
Alors, pouvez-vous en conclusion nous présenter un peu le sommaire de ce numéro, de quoi traite-t-il, et puis bien sûr les moyens de se le procurer? Alors nous avons ce hors-série qu'on suit un petit peu en deux parties. Nous avons une première partie historique, où Jean-Christian Petit-Fils, qui nous fait l'honneur d'un entretien, Pierre Dore, brosse un petit peu l'histoire de cette tunique, ou du moins le peu qu'on en connaît, car il y a beaucoup de zones d'ombre encore. L'historienne Edina Bozoki également nous parle un peu des autres reliques vestimentaires qui existent. Il y a aussi un article sur le très intéressant statut des reliques. Alors ça, c'est assez étonnant. On ne sait pas trop encore à qui elles appartiennent, si c'est l'Église ou l'État. Donc c'est un statut juridique assez étonnant à voir. Il y a aussi une interview intéressante sur l'orfèvre Louis-Guillaume Piéchaud, qui a réalisé le petit reliquaire de la tunique. Et puis nous avons une deuxième partie consacrée davantage aux enquêtes scientifiques, pour lesquelles c'est Jean-Maurice Clerc qui nous dit tout ça, qui a consacré plusieurs ouvrages aux reliques de la Passion. Il y a aussi un article de Claude l'abbé Roy qui nous parle du culte des reliques, et enfin le père Cario qui nous parle avec longueur et joie de son trésor, car je pense qu'effectivement la tunique d'Argenteuil est véritablement un trésor qu'il faut conserver et qu'il faut aller vénérer. Et pour le trouver, ce hors-série, vous pouvez le commander sur le site de l'Homme Nouveau, le site en ligne, ainsi que dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup de toutes ces explications. Je rajoute un détail qui m'a frappé, c'est que selon la tradition juive, c'est la Sainte Vierge elle-même qui aurait, confectionné cette tunique, puisqu'elle faisait, dans la tradition juive, les mamans font les tuniques de leurs fils. Tout à fait, de la famille. J'ai trouvé ça très beau. Exactement. Il y a même une tradition qui dit que la tunique aurait grandi avec l'enfant Jésus. Alors j'ai lu ça aussi, ça m'a paru plus... Ça ne nous a pas convaincus. Moins. Merci beaucoup, Marie Piloquet. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour Thérèse Mady. Bonjour Jean-Pierre Legendre. Donc vous êtes directrice du collège-lycée Pauline-Marie Jaricot dans la région de Lyon, et votre rentrée a été un petit peu particulière. Mais alors, commençons par le début. Quel est le projet pédagogique de votre établissement scolaire? Alors la maison d'éducation Pauline-Marie Jaricot, parce que ça c'est son vrai nom, maison d'éducation Pauline-Marie Jaricot, offre deux objectifs pédagogiques. Donc c'est un collège et lycée filles. On conduit chaque jeune fille à donner le meilleur d'elle-même grâce à nos cadres éducatifs formés et engagés dans l'éducation intégrale. Alors ce qu'on entend par éducation intégrale, c'est une approche de l'enseignement qui vise le développement complet de la personne en prenant compte de toutes les dimensions de son être, plutôt que de se concentrer exclusivement sur les aspects intellectuels ou académiques. L'éducation intégrale cherche à harmoniser le développement cognitif, physique, émotionnel, spirituel et moral de la jeune fille. Et cette vision repose aussi sur l'idée que chaque individu est un être à part entière, et donc corps, âme, esprit, dont l'épanouissement nécessite donc une approche globale au sein de notre établissement. Donc ça, c'est le premier objectif de notre établissement. Et le deuxième, c'est de permettre l'accueil d'enfants porteurs de handicap, donc au sein d'une classe spécialisée, la classe Bethléem. Donc cette classe ouvrira en septembre prochain, et nous accueillerons des enfants garçons-filles, donc ça c'est une classe mixte, dès l'âge du CP et ce jusqu'en fin de collège, avec des cadres formés au handicap. Voilà. Alors pourquoi ce patronage de Pauline-Marie Jaricot, dont vous pouvez peut-être nous rappeler qui elle est aussi au passage? Alors Pauline-Marie Jaricot, c'est une Lyonnaise, donc c'est aussi pour ancrer nos jeunes filles dans une entité locale. Donc on n'est pas très loin de Lyon, puisqu'on se situe à 50 km de Lyon, et puis on est aussi pas très loin de Ars, et on sait que Pauline Jaricot, le Saint-Curé d'Ars, avait des liens. Donc Pauline Jaricot, c'est une Lyonnaise qui est née en 1799, et elle était élevée dans une famille de soyeux, donc c'était un peu... c'était très courant à Lyon, c'était une spécialité de Lyon, la soie. Et elle renouvelle sa foi, une conversion profonde intérieure lors d'un sermon dans sa paroisse à Saint-Nizier. Et là, inspirée par un amour divin très fort, elle propose de fonder le Rosaire Vivant, qui existe encore aujourd'hui, et aussi l'association de la propagation pour la foi,
qui consiste à collecter des fonds pour l'émission. Donc c'est une femme qui a eu un rayonnement mondial. Et puis, malgré des revers financiers, sa foi est restée inébranlable. Et elle décède en 1862, complètement oubliée de tous. Elle décède toute seule avec seulement sa fidèle amie qui lui avait été confiée par 5 curés d'Ars. Et pour moi, elle laisse un héritage de dévotion et d'altruisme. Le pape Léon XIII l'a reconnue comme la vraie disciple du Christ et influence encore l'Église aujourd'hui, puisqu'il y a les œuvres pontificales missionnaires qui existent encore sous le patronage de Pauline Jaricot. Et pour nous, du coup, elle inspire notre établissement en nous montrant l'idéal d'une femme profondément chrétienne, entreprenante et courageuse, à travers sa piété et sa générosité à l'égard des autres. Et son célibat, elle a su mettre son célibat vraiment au service de son peuple. Elle aimait énormément les Lyonnais. Elle a voulu fonder aussi une œuvre pour les ouvriers qu'elle ne verra pas de son vivant, à cause de ses revers de fortune. Et du coup, je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Voilà. Alors, votre rentrée a été un petit peu mouvementée. Que s'est-il passé? Voilà. Alors, notre rentrée a été très, très mouvementée. Donc déjà, on a eu pas mal de personnes qui nous ont un peu... pas trop aimé dans notre petit village. Donc c'était le lancement cette année, c'était le début, l'ouverture. Oui, notre première rentrée en septembre. Mais déjà auparavant, en juin, quand la commune a appris que nous ouvrions un collège-lycée filles, ça a fait réagir les mouvements un peu féministes qui nous reprochaient d'avoir cette exclusion de filles. Et puis notre projet étant l'éducation intégrale, tout d'un coup, c'est un peu remué, et puis nous accusant d'un pas en arrière, de rétrograder la femme, de la remettre sous le patriarcat, parce que on parlait d'éducation féminine, on parlait d'ouverture aux arts, à l'art plastique, la musique, mais c'est surtout le plus grand mot, c'était la couture. Il fallait pas que nos jeunes filles fassent de la couture. Donc il y a eu un mouvement un peu d'indignation. Donc on a fait le dos rond, on n'a pas réagi plus que ça. En revanche, c'est l'avant-veille de notre rentrée scolaire, nous avons eu une interdiction du préfet. Donc personnellement, j'ai été convoquée à la gendarmerie pour recevoir un petit courrier de 3 lignes nous disant qu'elle s'opposait à l'ouverture en vertu de la loi, de l'article de loi du Code de l'éducation. Donc l'avant-veille de la rentrée scolaire, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, en fait, on a très vite réagi en faisant un référé liberté. Parce qu'en fait, c'était hors procédure d'écrire 3 lignes comme ça et de s'opposer. Et du coup, on a fait un référé liberté et on a gagné notre référé. Donc, on est passé en jugement 3-4 jours après. Oui, c'est le principe. Voilà. Et nous avons gagné haut la main notre référé liberté. Parce qu'en fait, notre dossier était très bien monté, il était stable, il était équilibré. Et en fait, il n'y avait pas de raison de s'opposer à l'ouverture de ce collège, puisque ça fait partie des droits de la liberté de l'enseignement, de pouvoir ouvrir des écoles libres. Et du coup, c'est ce qui a fait reporter un peu notre entrée, mais on a pu quand même ouvrir, et c'est ça le plus important. En fait, on a appris aussi par la suite qu'il y avait 14 associations de gauche qui avaient créé un courrier demandant l'interdiction d'ouverture. Et peut-être qu'il y a eu un peu de pression de ce côté-là. Enfin, moi, j'analyse ça comme ça. Et peut-être le préfet a peut-être pris peur ou voilà. Et du coup, voilà comment ça s'est passé. Donc, alors aujourd'hui, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, on a ouvert. On a ouvert le 23 septembre, du coup, avec un peu de retard. Mais bon, on rattrape vite le programme, puisqu'on a des petits effectifs, donc ça va assez vite. Donc on a ouvert le 23 septembre. Et puis après, on a appris que des syndicats de gauche, du coup, a demandé notre fermeture au rectorat. Alors il faut savoir que c'est plus facile d'interdire d'ouvrir que de fermer. Donc... oui. Donc aujourd'hui, moi, je suis assez paisible parce que on respecte correctement les programmes que l'éducation nous demande à travers le tronc commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc voilà, on est très ouvert sur la vie locale. Par exemple, pour le 11 novembre, notre école a participé au défilé de notre ville.
On a été même invité par la mairie et on a participé. Les relations avec le maire sont bonnes? Très très bonnes. En fait, on s'entend très très bien avec la mairie. De toute manière, on a monté un peu notre projet avec l'aide de la mairie puisque nous sommes leurs locataires. Donc, ah d'accord, ce sont des locaux qui appartiennent. C'est des locaux qui appartiennent à la mairie. On est dans l'ancien cloître des Ursulines, donc un bâtiment du XVIe siècle. On est très très bien logé et qui a toute une histoire. En plus, avec les Ursulines, on est un peu dans la continuité de leur œuvre. Et on s'entend très bien avec la mairie. Et aujourd'hui, maintenant, on est bien implanté dans cette petite ville. Et puis, on compte vraiment participer aux activités locales de notre village. Alors, au-delà de cet aspect un petit peu contrariant d'un point de vue administratif, comment s'est passée cette rentrée scolaire d'un point de vue pédagogique, scolaire? Eh bien, on accueille 12 élèves. Donc, pour notre première rentrée, c'est bien parce que c'est quand même un lancement de collège, c'est beaucoup de travail. Donc, ça permet de bien nous concentrer sur la pédagogie qu'on met en place. Voilà, tout se met un peu en place au fur et à mesure. Nos élèves sont très heureuses. Elles arrivent avec le sourire, elles repartent avec le sourire, donc ça fait plaisir. Je pense aussi que les parents sont contents. Nos professeurs, juste avant notre entrée, on a fait 2 jours on a fait 2 jours de travail pédagogique avec nos professeurs pour que voilà, on soit tous sur la même longueur d'onde au niveau de la pédagogie qu'on veut mettre en place. Et c'est très enthousiasmant de voir aboutir ces 2 années de travail, parce qu'il m'a fallu quand même 2 ans pour travailler à l'ouverture de ce collège. Et c'est très enthousiasmant de voir concrètement la mise en pratique de tout ce travail fait en amont, et de voir que c'est tout à fait possible de mettre en place dans nos écoles une vision de l'éducation intégrale de la jeune fille et d'adapter des programmes vraiment féminins pour la jeune fille. Donc c'est très enthousiasmant. Très bien, eh bien merci de nous faire partager votre enthousiasme. Je rappelle pour nos téléspectateurs un chiffre que nous avait donné Michel Valadier il y a quelques émissions, pour ceux d'entre vous qui ne suivraient pas toutes les émissions de Terre de Mission. Il nous rappelait qu'à cette rentrée scolaire, donc en septembre 2024, il y a eu 300 créations de classes dans l'enseignement hors contrat, qu'il soit catholique ou non, confessionnel, etc., pendant que dans le même temps, il y avait 3000 suppressions de classes dans l'enseignement public et dans l'enseignement catholique sous contrat, voilà, je crois. Et donc, vous faites partie des 300 qui se sont créés à cette occasion. Mais c'est sûr que l'école libre a le vent en poupe aujourd'hui. Vu les problèmes qu'on rencontre un peu dans l'éducation nationale, on est un peu déçus. Les gens sont déçus aussi. Il semblerait. Et du coup, nos écoles libres ont forcément le vent en poupe. Voilà. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Donc, cette émission s'achève. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Et merci à vous. Merci Jean-Pierre.